Sur la chaîne Les Rares Livres, nous explorons des ouvrages oubliés qui éclairent encore puissamment notre monde moderne. Aujourd'hui, nous nous penchons sur Money and Trade de Richard H. Tawney, un penseur majeur du XXe siècle. Écrit dans un contexte de capitalisme industriel en pleine expansion et de montée de la finance moderne, ce livre interroge le rôle réel de l'argent dans la société. Tawney ne parle pas seulement d'économie, il parle de morale, de justice et de responsabilité humaine. Plus d'un siècle après, ces questions résonnent avec une force troublante. Cette vidéo te propose d'aller au-delà des chiffres pour comprendre ce que l'argent façonne réellement dans nos vies, nos choix et nos sociétés. Introduction. L'argent est souvent présenté comme un simple outil, neutre, technique, presque invisible dans son influence, comme s'il n'était qu'un moyen d'échange facilitant la vie moderne. Pourtant, l'histoire montre qu'aucune société n'a jamais traité l'argent comme un objet innocent. Là où l'argent circule, il organise les rapports humains, hiérarchise les individus, détermine les priorités collectives et façonne silencieusement les consciences. Dire que l'argent est neutre revient à ignorer son pouvoir réel, celui d'orienter les décisions, de légitimer certaines vies plutôt que d'autres, et de redéfinir ce que l'on considère comme juste, utile ou respectable. Richard H. Tawney part précisément de ce constat dérangeant. L'argent n'est jamais un simple chiffre, il est toujours chargé de valeur morale, même lorsque la société prétend le contraire. Dans toute organisation sociale, l'argent devient rapidement un langage de pouvoir. Il décide qui commande, qui obéit, qui mérite d'être écouté et qui reste invisible. Il structure le travail, récompense certains efforts et en méprise d'autres, non pas selon leur utilité réelle pour la communauté, mais selon leur capacité à générer du profit. Tawney observe que lorsque l'argent devient le critère dominant, la société cesse de se demander ce qui est bon ou juste pour se concentrer uniquement sur ce qui est rentable. Le pouvoir économique finit alors par s'imposer comme une autorité morale déguisée, dictant les normes, les ambitions et même les rêves individuels. L'un des grands drames modernes, selon Tawney, réside dans la confusion entre richesse et valeur. Posséder devient synonyme de mériter, accumuler devient preuve de vertu, tandis que le manque est interprété comme une faute personnelle. Cette inversion silencieuse transforme la réussite matérielle en justification morale et la pauvreté en soupçon permanent. La valeur d'un être humain n'est plus mesurée par son caractère, son intégrité ou sa contribution réelle à la société, mais par sa capacité à produire et à consommer. Dans un tel système, l'argent cesse d'être un moyen et devient une fin, voire une idole autour de laquelle s'organisent les vies. Face à ce capitalisme sans conscience, Tawney adopte une position rare pour son époque. Il refuse de séparer l'économie de la morale. Pour lui, une société qui prétend fonctionner sans valeur morale explicite ne devient pas neutre, elle devient aveugle. Elle laisse alors l'argent imposer ses propres règles, souvent brutales, impersonnelles et indifférentes aux conséquences humaines. Le marché, livré à lui-même, ne se demande jamais si une action est juste, seulement si elle est efficace. Tawney voit dans cette logique une source profonde de déséquilibre social, mais aussi de malaise intérieur chez l'homme moderne, pris entre ambition matérielle et vide de sens. La question centrale qu'il nous oblige à affronter reste d'une actualité brûlante. Que dirige vraiment l'argent dans nos vies? Est-il un simple outil au service de l'homme, ou l'homme est-il devenu l'instrument d'un système qu'il ne contrôle plus? Derrière nos choix professionnels, nos relations, nos peurs et nos désirs, quelle place occupe réellement l'argent? Cette interrogation n'est pas abstraite, elle touche chacun intimement. Comprendre l'argent comme un problème moral, ce n'est pas le diaboliser, mais reprendre conscience de son pouvoir, afin de décider enfin ce qui doit commander nos existences, les chiffres ou les valeurs. Chapitre 1. L'origine morale de l'économie.
L'économie n'est pas née comme une science froide, mathématique et autonome, détachée des préoccupations humaines. Elle est d'abord apparue comme une organisation morale de la vie collective, une manière pour les sociétés de décider comment produire, échanger et répartir les ressources en fonction de ce qu'elles considéraient comme juste, nécessaire et légitime. Avant d'être une mécanique abstraite gouvernée par des graphiques et des indicateurs, l'économie était une construction humaine profondément enracinée dans des valeurs, des croyances et une vision du bien commun. Richard H. Tawney insiste sur ce point fondamental. Traiter l'économie comme une loi naturelle, comparable à la gravitation ou au cycle biologique, est une illusion moderne qui masque des choix moraux bien réels. Derrière chaque système économique se cachent des décisions humaines, conscientes ou non, sur ce qui mérite d'être récompensé, toléré ou condamné. Dans les sociétés anciennes et médiévales, l'activité économique n'était jamais séparée de la question du sens. Produire et échanger n'étaient pas des fins en soi, mais des moyens destinés à soutenir une vie jugée bonne et équilibrée. Le travail avait une valeur morale avant d'avoir une valeur marchande. Il était évalué non seulement par son rendement, mais par son utilité sociale et sa conformité à certaines normes éthiques. Le marchand, l'artisan, le paysan ou le prêteur n'étaient pas libres d'agir uniquement selon leur intérêt personnel. Ils étaient soumis à des règles, parfois strictes, qui visaient à protéger la cohésion sociale et à limiter les excès. L'économie était subordonnée à l'éthique et non l'inverse. Cette subordination reposait sur une idée simple mais puissante. La richesse devait servir la communauté et non la dominer. L'accumulation sans limite était perçue avec suspicion, car elle menaçait l'équilibre entre les individus et risquait de transformer l'argent en instrument de pouvoir injuste. Les pratiques économiques étaient donc encadrées par des principes moraux, religieux ou coutumiers qui rappelaient constamment que l'homme ne vivait pas seulement pour gagner, mais pour participer à une œuvre collective plus vaste. Le prix juste, le refus de l'usure excessive, la condamnation de la spéculation purement prédatrice étaient autant de tentatives pour maintenir l'économie dans des limites humaines. Tawney montre que cette vision n'était pas naïve ni archaïque, mais profondément lucide. Elle reconnaissait que l'argent possède un pouvoir corrosif lorsqu'il n'est pas régulé par des valeurs supérieures. En acceptant que l'économie soit guidée par une conception morale du bien, les sociétés admettaient implicitement que le marché, laissé à lui-même, ne pouvait pas garantir la justice. Le marché sait organiser l'échange, mais il ne sait pas définir ce qui est digne, nécessaire ou équitable. Cette responsabilité revenait à la morale collective. La rupture majeure survient lorsque l'économie commence à se présenter comme une sphère autonome, obéissant à ses propres lois prétendument objectives. Avec la montée du capitalisme moderne, l'idée s'impose progressivement que le marché est un mécanisme naturel autorégulateur et que toute intervention morale ou sociale constitue une entrave inefficace. Ce changement de perspective est décisif. L'économie cesse d'être un moyen au service de la société pour devenir une fin en soi, dotée d'une légitimité quasi scientifique. Ce glissement permet de dissimuler des choix moraux derrière le langage de la nécessité économique. Lorsque l'on affirme que le marché l'exige ou que l'économie ne peut pas fonctionner autrement, on transforme des décisions humaines en fatalités impersonnelles. Tawney critique vivement cette transformation car elle prive les individus de leur responsabilité morale. Si l'économie est une loi naturelle, alors personne n'est coupable des injustices qu'elle produit. Les inégalités deviennent des résultats inévitables. La pauvreté, une conséquence logique, et l'exploitation, un dommage collatéral regrettable mais nécessaire. La morale est ainsi reléguée au second plan, tolérée uniquement tant qu'elle ne perturbe pas l'efficacité du système. Cette séparation entre morale et marché engendre un déséquilibre durable.
D'un côté, l'économie gagne en puissance, en complexité et en influence sur tous les aspects de la vie. De l'autre, la morale se replie dans la sphère privée, réduite à une affaire de conscience individuelle sans véritable impact sur les structures collectives. L'homme moderne est alors sommé d'être moral dans ses intentions personnelles, tout en acceptant un système économique qui récompense souvent des comportements contraires à ces mêmes valeurs. Cette contradiction devient une source profonde de malaise et de confusion. Tawney souligne que ce déséquilibre n'est pas seulement social, mais intérieur. Lorsque les règles économiques valorisent la compétition sans limite, l'accumulation incessante et la maximisation du profit, elles façonnent des caractères. L'homme apprend à se percevoir comme un rival plutôt que comme un membre d'une communauté, comme un calculateur plutôt que comme un être moral. Peu à peu, les vertus traditionnelles telles que la modération, la solidarité ou le sens du devoir cèdent la place à l'ambition, à la performance et à l'efficacité. L'économie, en prétendant être neutre, impose en réalité une morale implicite, souvent plus exigeante et plus dure que celle qu'elle a remplacée. La disparition de l'économie subordonnée à l'éthique entraîne également une redéfinition du travail. Celui-ci n'est plus considéré principalement comme une contribution au bien commun, mais comme un moyen individuel d'obtenir un revenu. La valeur du travail est mesurée presque exclusivement par son prix sur le marché, et non par son utilité réelle pour la société. Ainsi, des activités essentielles peuvent être sous-payées ou méprisées, tandis que des pratiques socialement nuisibles peuvent être extrêmement lucratives. Ce renversement illustre parfaitement ce que Tawney appelle la perte du sens moral dans l'organisation économique. Il serait toutefois erroné de croire que la morale a totalement disparu de l'économie moderne. Elle n'a pas été supprimée, mais déplacée et souvent dissimulée. Les valeurs existent toujours, mais elles sont intégrées de manière implicite, sous forme de priorités non déclarées. La croissance devient une vertu suprême, la rentabilité une preuve de légitimité, la réussite financière un signe de mérite. Ces principes fonctionnent comme une morale silencieuse, rarement interrogée, mais profondément influente. Tawney invite précisément à rendre visibles ces valeurs cachées afin de pouvoir les juger et, si nécessaire, les corriger. Comprendre l'origine morale de l'économie, c'est donc reconnaître que les systèmes économiques ne sont jamais neutres. Ils reflètent toujours une certaine conception de l'homme et de la société. Une économie qui valorise uniquement l'efficacité suppose implicitement que l'homme est avant tout un agent rationnel cherchant à maximiser son intérêt. Une économie qui intègre des limites morales reconnaît au contraire la complexité de l'être humain, capable de solidarité, de sacrifice et de responsabilité collective. Le choix entre ces visions n'est pas technique, il est profondément éthique. Tawney ne plaide pas pour un retour nostalgique vers un passé idéalisé, mais pour une prise de conscience lucide. Il ne s'agit pas de nier les apports du capitalisme moderne, mais de refuser son absolutisation. Lorsque l'économie se détache de toute considération morale, elle finit par fragiliser la société qu'elle prétend servir. Les inégalités extrêmes, le sentiment d'injustice et la perte de sens qui caractérisent de nombreuses sociétés contemporaines sont les symptômes de cette rupture initiale. Réconcilier l'économie et la morale ne signifie pas imposer une vertu abstraite ou rigide, mais réaffirmer que les activités économiques doivent être jugées à l'aune de leurs conséquences humaines. Tawney rappelle que la véritable richesse d'une société ne se mesure pas uniquement à son produit ou à sa croissance, mais à la qualité des relations qu'elle entretient entre ses membres, à la dignité qu'elle accorde au travail et à la place qu'elle laisse aux valeurs non marchandes. Tant que l'économie sera perçue comme une force autonome échappant au jugement moral, le déséquilibre persistera. Ainsi, l'origine morale de l'économie n'est pas un détail historique oublié, mais une clé essentielle pour comprendre les crises contemporaines. En niant cette origine,
la société moderne s'est privée d'un langage critique capable d'interroger ses propres fondements. Towney nous invite à retrouver ce langage, non pour condamner l'économie, mais pour la replacer à sa juste place, celle d'un outil puissant, mais subordonné à une vision humaine du bien, de la justice et de la responsabilité collective. Chapitre 2. L'argent, moyen ou maître. À l'origine, l'argent n'a jamais été conçu comme une fin ultime. Il est né comme un instrument, un moyen pratique destiné à faciliter les échanges, à simplifier la coopération humaine et à permettre une organisation plus fluide de la vie collective. Dans sa fonction première, l'argent devait servir la société, non la gouverner. Il était un langage commun pour mesurer, comparer et échanger des efforts humains, pas une divinité à laquelle tout devait être sacrifié. Richard H. Towney insiste sur ce point fondamental. Le problème de l'argent ne réside pas dans son existence, mais dans la place qu'on lui accorde. Tant qu'il reste un outil, il est utile. Lorsqu'il devient un maître, il devient destructeur. Dans une société équilibrée, l'argent circule comme le sang dans un corps sain. Il nourrit les activités nécessaires, soutient le travail, récompense l'effort et permet la continuité de la vie économique. Mais le sang n'est pas le cerveau, et l'argent n'est pas la finalité de l'existence humaine. Lorsque cette distinction disparaît, une confusion profonde s'installe. L'homme commence alors à travailler non plus pour produire quelque chose de nécessaire ou de beau, mais uniquement pour accumuler des signes monétaires. Le travail perd sa dignité intrinsèque et se réduit à une transaction froide entre le temps humain et une récompense financière. Towney observe que le moment décisif survient lorsque l'argent cesse d'être un moyen pour devenir une fin en soi. À partir de là, les priorités s'inversent. Au lieu de se demander si une activité est utile, juste ou bénéfique pour la société, on se demande seulement si elle est rentable. La valeur morale d'un acte est remplacée par sa valeur marchande. Ce renversement est subtil, progressif, mais profond. Il ne transforme pas seulement les institutions, il transforme les consciences. L'homme apprend à mesurer son succès non à ce qu'il apporte au monde, mais à ce qu'il accumule pour lui-même. Cette transformation entraîne une perte de sens du travail humain. Le travail, qui devrait être une expression de la créativité, de la responsabilité et de la contribution sociale, devient un simple moyen de survie ou d'enrichissement. Beaucoup d'individus passent leur vie à exercer des fonctions qu'ils ne comprennent pas pleinement, dont ils ne perçoivent ni l'utilité réelle ni la finalité humaine. Ils produisent, échangent, optimisent, mais sans jamais se demander pourquoi. Le lien entre l'effort et le bien commun se rompt, laissant place à une fatigue morale qui ne se soigne pas par le repos, mais par le sens. Lorsque l'argent devient maître, il impose sa propre logique. Cette logique est celle de l'accumulation illimitée. Or, accumuler n'est pas produire. Towney distingue clairement la création de valeur réelle de la simple accumulation monétaire. Produire de la valeur réelle, c'est répondre à un besoin humain, améliorer une condition de vie, enrichir la société par un service, un savoir ou un objet utile. Accumuler, en revanche, peut se faire sans rien créer, simplement en exploitant des mécanismes financiers, des positions dominantes ou des déséquilibres structurels. Une société qui confond ces deux réalités finit par récompenser ceux qui savent capter la richesse plutôt que ceux qui la créent réellement. Cette confusion nourrit un sentiment d'injustice profond. Lorsque des fortunes immenses sont construites sans contribution visible au bien commun, tandis que des travailleurs essentiels peinent à vivre dignement, le tissu moral de la société se fragilise. Towney ne dénonce pas la richesse en tant que telle, mais l'idée que la richesse serait automatiquement synonyme de mérite. Dans un système dominé par l'argent maître, la réussite financière devient une preuve supposée de valeur personnelle.
et l'échec économique une condamnation morale implicite. Cette vision est non seulement fausse, mais dangereuse, car elle justifie les inégalités les plus extrêmes. L'idolâtrie monétaire est le terme le plus juste pour décrire cette dérive. Comme toute idole, l'argent promet la sécurité, la reconnaissance et le pouvoir, mais exige en retour des sacrifices constants. On sacrifie du temps, des relations, parfois des principes, pour satisfaire ces exigences. Plus l'homme obéit à l'argent, plus il devient dépendant de lui. Cette dépendance ne se manifeste pas seulement chez les plus riches, mais aussi chez ceux qui n'ont presque rien. Toute la société se met à tourner autour de l'argent, à organiser ses rêves, ses peurs et ses choix en fonction de lui. Tawney souligne que cette idolâtrie n'est pas toujours consciente. Peu de gens adorent explicitement l'argent, mais beaucoup organisent leur vie comme s'il était la mesure ultime de toute chose. Les décisions politiques, sociales et même personnelles sont souvent justifiées par des arguments économiques présentés comme indiscutables. On accepte des situations moralement problématiques parce qu'il n'y a pas d'alternative, parce que le marché l'exige, ou parce que la croissance doit être protégée. Ces expressions fonctionnent comme des formules sacrées, mettant fin au débat moral. Dans un tel contexte, le travail perd progressivement sa dimension humaine. Il n'est plus un espace de réalisation, mais une contrainte nécessaire pour obtenir de l'argent. Les individus sont évalués non pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils rapportent. Cette logique s'étend à tous les domaines de la vie, y compris ceux qui devraient me rester protégés, comme l'éducation, la santé ou la culture. Lorsque l'argent devient le maître, tout devient potentiellement marchandise, et tout peut être sacrifié au nom de l'efficacité financière. Tawney insiste sur le fait que cette domination de l'argent appauvrit aussi ceux qui en profitent. Posséder beaucoup ne garantit ni la paix intérieure ni la dignité morale. Au contraire, l'obsession de l'accumulation enferme l'individu dans une inquiétude permanente. Peur de perdre, peur de ne pas avoir assez, peur d'être dépassé. L'argent, censé offrir la liberté, devient une source d'angoisse et de servitude. Plus on en possède, plus il semble nécessaire d'en obtenir davantage pour se sentir en sécurité. Replacer l'argent à sa juste place ne signifie pas le mépriser ou le rejeter, mais le désacraliser. Tawney appelle à une réhabilitation du jugement moral dans la vie économique. Il ne s'agit pas de demander si une activité est rentable, mais si elle est légitime, utile et compatible avec la dignité humaine. L'argent doit redevenir un moyen au service de finalités humaines clairement définies, et non l'inverse. Cette réorientation exige un courage intellectuel et moral, car elle va à l'encontre de nombreuses habitudes profondément ancrées. Lorsque l'argent redevient un outil, le travail peut retrouver son sens. Les individus peuvent à nouveau percevoir leur activité comme une contribution à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. La richesse peut alors être évaluée non seulement en termes quantitatifs, mais qualitatifs. Une société riche n'est pas celle qui accumule le plus de capital, mais celle qui permet au plus grand nombre de vivre dignement, de travailler utilement et de se sentir reconnu. Tawney ne propose pas une solution simple ou immédiate, mais une prise de conscience essentielle. Tant que l'on refusera de poser la question « l'argent est-il un moyen ou un maître ?», les déséquilibres persisteront. Cette question est inconfortable, car elle oblige à examiner non seulement les structures économiques, mais aussi les motivations individuelles. Elle oblige chacun à se demander ce qui guide réellement ses choix, le service, le sens et la responsabilité, ou la peur et l'avidité déguisées en rationalité. En définitive, l'argent révèle la hiérarchie réelle des valeurs d'une société. Là où il est un serviteur, la vie humaine conserve sa primauté. Là où il devient un maître, tout le reste s'incline devant lui. Tawney nous rappelle que cette hiérarchie n'est jamais figée. Elle peut être révisée, corrigée et réorientée, à condition de reconnaître que l'économie est une œuvre humaine,
et que l'homme reste responsable de ce qu'il choisit d'adorer. Chapitre 3. Le commerce sans conscience. Le commerce, dans son essence la plus ancienne, est une activité profondément humaine. Il naît du besoin d'échanger, de coopérer, de relier les hommes entre eux au-delà des clans, des villages et des frontières. Pendant longtemps, commercer signifiait entrer en relation, reconnaître l'autre, accepter une forme de réciprocité. Mais Richard H. Tawney montre que lorsque le commerce se détache de toute responsabilité morale, il cesse d'être un lien et devient un mécanisme froid, impersonnel, parfois destructeur. Le commerce sans conscience n'est pas seulement une dérive économique, c'est une rupture morale qui transforme les relations humaines en simples opérations de calcul. Dans un système où seule la rentabilité immédiate compte, le commerce se coupe progressivement de toute obligation envers la dignité humaine. Les décisions ne sont plus évaluées à partir de leurs conséquences réelles sur les individus, mais uniquement à partir de leur efficacité financière. Peu importe les conditions de travail, peu importe les dégâts sociaux ou environnementaux, tant que les chiffres progressent. Cette logique installe une distance dangereuse entre l'acte commercial et ses effets concrets. Celui qui décide ne voit plus celui qui subit. L'échange devient abstrait, désincarné, déconnecté de la souffrance qu'il peut engendrer. Tawney insiste sur le fait que cette déresponsabilisation n'est pas accidentelle. Elle est structurelle. Les systèmes commerciaux modernes sont souvent conçus de manière à diluer la responsabilité. Chacun n'est qu'un maillon de la chaîne. Le producteur obéit à la demande, l'intermédiaire obéit au marché, l'investisseur obéit au rendement, et ainsi de suite. À la fin, plus personne ne se sent responsable de l'ensemble. Cette fragmentation morale permet à des pratiques profondément injustes de perdurer sans que personne n'ait le sentiment de commettre une faute. C'est dans ce contexte que prospèrent l'exploitation, la spéculation et l'indifférence humaine. L'exploitation n'est pas toujours brutale ou visible. Elle peut être légale, contractuelle, normalisée. Des hommes et des femmes travaillent dans des conditions indignes, non parce que quelqu'un le souhaite explicitement, mais parce que le système l'autorise, l'encourage ou le rend invisible. La spéculation, quant à elle, permet de tirer profit des fluctuations, des crises, parfois même de la misère, sans jamais entrer en contact avec les réalités humaines qu'elle affecte. L'argent circule, les bénéfices augmentent, mais les vies se brisent silencieusement. L'indifférence humaine est peut-être la conséquence la plus grave de ce commerce sans conscience. Lorsqu'un système habitue les individus à ne considérer que des chiffres, des parts de marché et des courbes de croissance, il atrophie progressivement la sensibilité morale. On apprend à ne pas voir, à ne pas savoir, à ne pas se poser de questions. Cette indifférence n'est pas toujours le fruit de la cruauté, mais souvent de l'habitude. À force de considérer certaines souffrances comme normales, on finit par les accepter comme inévitables. Lorsque le profit écrase la dignité, une ligne fondamentale est franchie. Le travailleur cesse d'être une personne pour devenir une variable d'ajustement. Son bien-être est subordonné à la compétitivité, sa sécurité à la rentabilité, sa vie même parfois à la réduction des coûts. Tawney souligne que cette logique est incompatible avec toute conception authentiquement humaine de la société. Une économie qui exige l'humiliation ou l'épuisement de certains pour le confort de quelques-uns est moralement déficiente, même si elle est techniquement performante. L'argument de l'efficacité économique est souvent utilisé pour justifier ces excès. On affirme que certaines pratiques sont nécessaires, qu'il n'y a pas d'alternative, que la concurrence impose ses lois. Tawney démonte cette illusion avec rigueur. L'efficacité n'est jamais neutre. Elle dépend toujours des objectifs que l'on se fixe. Être efficace pour produire plus vite et moins cher n'est pas la même chose qu'être efficace pour améliorer des vies humaines. Lorsque l'efficacité devient une valeur absolue,
Elle écrase toutes les autres considérations, y compris la justice, la solidarité et la dignité. Le commerce moderne se présente souvent comme rationnel, objectif, presque scientifique. Pourtant, Towney rappelle qu'il repose sur des choix humains profondément normatifs. Décider qu'un certain niveau de souffrance est acceptable pour maintenir des marges bénéficiaires est un choix moral, même s'il est déguisé en nécessité économique. Décider que certaines populations peuvent être sacrifiées au nom de la croissance est également un choix moral. Le danger réside précisément dans le refus de reconnaître ces choix comme tels. Le coût invisible des échanges modernes est immense. Il ne figure pas dans les bilans comptables, mais il s'inscrit dans les corps fatigués, les esprits brisés, les communautés désagrégées. Il se manifeste par la perte de sens du travail, par l'angoisse permanente de l'insécurité économique, par la compétition généralisée qui remplace la coopération. Ces coûts sont réels, mais ils sont systématiquement ignorés parce qu'ils ne se traduisent pas immédiatement en pertes financières mesurables. Towney insiste sur le fait que ce commerce sans conscience finit par se retourner contre la société elle-même. En détruisant la confiance, il fragilise les bases mêmes des échanges. Une société où chacun cherche à maximiser son profit au détriment des autres devient instable, conflictuelle, vulnérable aux crises. La recherche aveugle du gain crée une prospérité fragile, construite sur des fondations morales insuffisantes. À long terme, ce type de commerce mine la cohésion sociale et affaiblit les institutions. Il est important de comprendre que Towney ne condamne pas le commerce en tant que tel. Il condamne un commerce qui refuse toute limite morale. Pour lui, le véritable enjeu n'est pas de supprimer le marché, mais de le replacer dans un cadre éthique clair. Le commerce doit être subordonné à des fins humaines, et non l'inverse. Il doit reconnaître des obligations envers ceux qui l'affectent, même indirectement. Sans cette reconnaissance, il devient une force aveugle, capable du pire comme du meilleur, mais orientée uniquement par le profit. Le commerce sans conscience repose sur une vision réductrice de l'homme. Il considère l'individu principalement comme un consommateur, un producteur ou un coût. Il ignore sa complexité, sa vulnérabilité, son besoin de reconnaissance et de sens. Cette réduction est commode, car elle simplifie les calculs, mais elle est profondément déshumanisante. Towney rappelle que toute société qui oublie l'humanité réelle des individus finit par produire des systèmes qui leur sont hostiles. La responsabilité morale dans le commerce ne peut pas être entièrement déléguée à des règles ou à des lois. Elle implique une vigilance constante, une capacité à se demander non seulement si une action est permise, mais si elle est juste. Cette exigence est inconfortable, car elle oblige à renoncer à certaines opportunités lucratives. Mais c'est précisément ce renoncement qui distingue une économie civilisée d'une économie prédatrice. Towney appelle à une réhabilitation du jugement moral individuel et collectif. Les acteurs économiques ne sont pas de simples rouages. Ils sont des êtres humains capables de discernement. Refuser de reconnaître cette capacité revient à se décharger de toute responsabilité. Or, une société qui institutionnalise l'irresponsabilité prépare ses propres crises. Le commerce sans conscience peut prospérer pendant un temps, mais il accumule des tensions qui finissent inévitablement par éclater. Ce chapitre met en lumière une vérité fondamentale. Le commerce reflète toujours l'état moral de la société qui le pratique. Là où la conscience est absente, le profit devient une excuse pour l'injustice. Là où la responsabilité est assumée, l'échange peut redevenir un acte humain, porteur de liens et de sens. Towney nous invite à regarder au-delà des apparences, à interroger les mécanismes que nous acceptons comme normaux, et à reconnaître que derrière chaque transaction se cache une relation humaine dont nous sommes moralement comptables. Chapitre 4. Travail, dignité et justice. Le travail occupe une place centrale dans la vie humaine, non seulement parce qu'il permet de subvenir aux besoins matériels,
mais surtout parce qu'il est l'un des principaux moyens par lesquels l'homme se projette dans le monde, y inscrit son effort, sa créativité et sa responsabilité. Richard H. Tawney rappelle avec force que le travail n'a jamais été, dans les sociétés équilibrées, une simple marchandise échangeable contre un salaire. Il a toujours été porteur de sens, de reconnaissance et de valeur morale. Lorsque le travail est réduit à un coût à minimiser ou à une variable d'ajustement, ce n'est pas seulement l'économie qui se dérègle, mais l'humanité même de ceux qui travaillent. Travailler, au sens profond, signifie participer à une œuvre commune. C'est contribuer à quelque chose qui dépasse l'individu, qu'il s'agisse de nourrir, construire, soigner, transmettre ou organiser. Dans cette perspective, le travail est une expression humaine fondamentale. Il relie l'homme à la société et lui donne une place reconnue. Tawney insiste sur le fait que cette dimension a été progressivement effacée par une vision purement marchande du travail, où l'effort humain est acheté au plus bas prix possible, indépendamment de sa valeur réelle ou de son impact sur la vie de celui qui le fournit. La déshumanisation du travailleur commence précisément à cet endroit. Lorsque l'on considère le travail uniquement comme une marchandise, le travailleur devient interchangeable, remplaçable, presque invisible. Son histoire, ses besoins, ses limites et sa dignité ne sont plus pris en compte. Seul compte sa capacité à produire selon des normes fixées de l'extérieur. Cette logique crée un profond déséquilibre. L'homme s'adapte au système au lieu que le système soit au service de l'homme. Le travail cesse alors d'être une source de fierté pour devenir une contrainte subie, parfois vécue comme une humiliation quotidienne. Tawney observe que cette déshumanisation n'est pas seulement une conséquence accidentelle du capitalisme moderne, mais l'un de ses risques structurels lorsqu'il n'est pas encadré par des principes moraux clairs. Dans un système obsédé par la productivité et la compétitivité, le travailleur est souvent évalué uniquement à travers des indicateurs de performance. S'il ralentit, s'il tombe malade, s'il vieillit, il perd de sa valeur aux yeux du marché. Cette logique ignore une vérité essentielle. Le travailleur n'est pas une machine, et sa valeur ne se réduit pas à sa capacité de rendement immédiat. La question du salaire est au cœur de cette problématique. Un salaire n'est pas simplement le prix d'une prestation. Il est la reconnaissance sociale de la contribution d'un individu. Lorsque les salaires ne permettent pas de vivre dignement, ce n'est pas seulement une injustice économique, mais une négation morale. Tawney insiste sur le fait que le salaire doit être lié à la valeur réelle du travail, et non uniquement à la loi de l'offre et de la demande. Une société qui accepte que des individus travaillent à temps plein sans pouvoir vivre décemment admet implicitement que leur dignité est secondaire. La valeur réelle du travail ne peut pas être mesurée uniquement par le profit qu'il génère. De nombreuses activités essentielles à la société sont mal rémunérées précisément parce qu'elles ne produisent pas de gains financiers immédiats élevés. Le soin, l'éducation, l'entretien, la transmission sont souvent sous-évalués, alors même qu'ils constituent le socle de toute civilisation durable. Tawney voit dans cette distorsion une preuve supplémentaire que le marché, laissé à lui-même, ne garantit pas la justice. Il peut récompenser ce qui est rentable, mais il ignore souvent ce qui est indispensable. La justice sociale, dans la pensée de Tawney, ne consiste pas à niveler artificiellement les différences ou à nier le mérite. Elle consiste à garantir que personne ne soit contraint de sacrifier sa dignité pour survivre. Le travail ne devrait jamais être une expérience de dégradation morale ou physique. Lorsqu'une richesse est créée par l'humiliation, par l'exploitation ou par l'épuisement systématique des travailleurs, cette richesse est moralement viciée, même si elle est légalement acquise. Tawney affirme clairement que la fin ne justifie pas les moyens, surtout lorsque ces moyens détruisent l'homme. Créer de la richesse par l'humiliation est l'un des signes les plus inquiétants d'un système économique déséquilibré.
Cela signifie que la société accepte implicitement que certains soient traités comme des moyens et non comme des fins. Cette logique va à l'encontre de toute éthique humaniste. Le travailleur humilié n'est pas seulement privé de respect, il est privé de la possibilité de se reconnaître lui-même comme un être digne. Cette perte de reconnaissance intérieure a des conséquences profondes sur la cohésion sociale, la confiance et la stabilité politique. Tawney souligne que l'humiliation au travail prend souvent des formes subtiles. Elle peut se manifester par l'insécurité permanente, par l'absence de perspective, par le mépris implicite de certaines fonctions ou par la pression constante de la performance. Même lorsque la violence n'est pas visible, la dégradation morale est bien réelle. Un travail qui nie systématiquement la voix de celui qui l'exécute finit par produire du ressentiment, de la colère ou du désespoir. Ces émotions ne disparaissent pas, elles se transforment en tension sociale. Restaurer la dignité au cœur de l'économie implique de repenser le sens même du travail. Cela signifie reconnaître que le travail est d'abord une activité humaine avant d'être un facteur de production. Tawney plaide pour une économie qui reconnaît des droits moraux aux travailleurs indépendamment de leur position sur le marché. Ces droits ne sont pas des privilèges, mais des conditions minimales pour que le travail reste compatible avec la dignité humaine. Ils incluent la sécurité, la reconnaissance, la possibilité de progression et le respect. La dignité dans le travail ne signifie pas que toute activité soit agréable ou facile. Tawney n'idéalise pas le travail. Il reconnaît qu'il implique effort, contrainte et parfois sacrifice, mais il distingue clairement l'effort digne de l'humiliation inutile. Un travail difficile peut être vécu avec fierté s'il est reconnu et s'il s'inscrit dans un cadre juste. À l'inverse, même un travail confortable peut devenir aliénant s'il prive l'individu de sens et de respect. La justice dans le travail suppose également une responsabilité collective. Il ne suffit pas que quelques entreprises adoptent des pratiques vertueuses si l'ensemble du système récompense l'exploitation. Tawney insiste sur le rôle des institutions, des lois et des normes sociales pour encadrer le marché. La justice ne peut pas être laissée à la seule bonne volonté des individus. Elle doit être inscrite dans les structures mêmes de l'économie. Sans cela, les acteurs les plus scrupuleux seront pénalisés et les plus cyniques avantagés. Le rapport entre travail et dignité a également une dimension politique. Une population privée de travail digne est une population fragilisée, plus vulnérable à la manipulation, au populisme et au désespoir. Tawney voit dans la justice sociale non seulement une exigence morale, mais une condition de stabilité démocratique. Une société profondément inégalitaire, où le travail est source de souffrance pour beaucoup, ne peut pas rester longtemps pacifique ou cohérente. Il est important de noter que Tawney ne s'oppose pas à l'innovation, à l'efficacité ou à la création de richesses. Il s'oppose à leur absolutisation. L'économie doit rester un moyen au service de la vie humaine et non devenir une fin qui lui impose ses exigences. Lorsque le travail est organisé uniquement en fonction du profit, il perd sa fonction éducative et structurante. Il ne forme plus des citoyens responsables, mais des individus épuisés ou désabusés. Restaurer la dignité du travail, c'est aussi restaurer le lien entre effort et reconnaissance. Lorsque les individus ont le sentiment que leur contribution est utile, respectée et équitablement récompensée, ils développent un attachement plus fort à la société. Le travail devient alors un facteur de cohésion plutôt que de division. Tawney insiste sur ce point. Une économie juste n'est pas seulement plus morale, elle est aussi plus solide à long terme. La justice sociale telle que Tawney la conçoit ne vise pas à supprimer les différences, mais à empêcher qu'elles ne deviennent des instruments d'oppression. Il accepte l'idée que certains gagnent plus que d'autres, mais refuse que cette différence repose sur l'exploitation ou l'humiliation. La richesse, pour être légitime, doit être compatible avec le respect de ceux qui contribuent à sa création.
Lorsqu'elle ne l'est pas, elle mine sa propre légitimité. Ce chapitre rappelle une vérité simple mais exigeante. Le travail est un lieu moral. Il révèle la manière dont une société considère l'homme. Une économie qui respecte le travailleur reconnaît sa dignité intrinsèque. Une économie qui le méprise se condamne à produire non seulement des injustices, mais aussi une profonde crise de sens. Townley nous invite à ne pas accepter comme inévitable ce qui est en réalité le résultat de choix humains. Restaurer la dignité au cœur de l'économie n'est pas une utopie, mais une nécessité pour toute société qui prétend se dire civilisée. Chapitre 5. Richesse, inégalité et déséquilibre. Dans Money and Trade, Richard H. Townley aborde la question des inégalités non comme une anomalie passagère du système économique, mais comme le résultat logique d'un ordre moral déformé. Pour lui, les inégalités ne surgissent pas par accident, ni par simple malchance individuelle. Elles sont produites, entretenues et justifiées par des structures économiques qui ont progressivement séparé la richesse de toute responsabilité humaine. Lorsqu'une société accepte que l'accumulation soit une fin en soi, elle crée mécaniquement des écarts qui ne cessent de s'élargir. Ce n'est pas la différence de revenus qui pose problème en soi, mais la rupture morale entre ceux qui possèdent sans contribuer réellement et ceux qui contribuent sans jamais posséder. Townley insiste sur un point central. Les inégalités modernes ne sont pas naturelles, elles sont organisées. Elles naissent de règles, de lois, de mécanismes financiers et commerciaux conçus pour favoriser la concentration des richesses entre quelques mains. Dans un tel système, l'argent attire l'argent indépendamment du travail, de l'utilité sociale ou de la valeur humaine produite. Celui qui possède un capital peut le faire fructifier sans participer activement à la création réelle de biens ou de services, tandis que celui qui ne possède que sa force de travail reste prisonnier d'un effort constant dont les fruits lui échappent. Cette asymétrie n'est pas un hasard. Elle est inscrite dans la structure même du capitalisme financier que Townley critique. La concentration des richesses est, selon lui, le symptôme le plus visible de ce déséquilibre profond. Lorsqu'une minorité accumule des ressources bien au-delà de ses besoins réels, ce surplus n'est pas neutre. Il prive le reste de la société de moyens, de sécurité et de dignité. L'argent ainsi concentré cesse de circuler librement dans l'économie réelle. Il devient immobile, spéculatif, abstrait. Il ne nourrit plus le travail vivant, mais s'auto-entretient dans des sphères déconnectées de la production humaine. Townley voit dans cette immobilisation de la richesse une forme de stérilité morale. Une richesse qui ne sert pas la vie collective finit par l'appauvrir. À l'opposé, le travail vivant représente pour Townley la véritable source de valeur. Le travail n'est pas seulement un moyen de subsistance, mais une expression de la dignité humaine, de la participation à la communauté et de la contribution au bien commun. Or, dans une société polarisée, ce travail est sous-payé, fragilisé et souvent méprisé. Les travailleurs deviennent interchangeables, remplaçables, privés de toute sécurité durable. Leur dépendance économique les empêche de négocier équitablement leur place, tandis que ceux qui contrôlent le capital dictent les règles sans assumer les conséquences humaines de leurs décisions. Cette opposition entre argent immobile et travail vivant est au cœur de la fracture morale que Townley décrit. D'un côté, une élite financière protégée des risques réels, capable d'absorber les crises sans en subir les effets directs. De l'autre, une majorité exposée aux fluctuations économiques, aux licenciements, à la précarité et à l'insécurité permanente. Cette division ne crée pas seulement des tensions matérielles, elle engendre une rupture psychologique et morale profonde. La société cesse d'être perçue comme un projet commun et devient un champ de compétition où chacun lutte pour sa survie. Townley souligne que les inégalités extrêmes finissent par déformer le caractère moral de toute la société, y compris celui des plus riches.
L'accumulation excessive nourrit l'illusion de supériorité, l'indifférence à la souffrance d'autrui et la justification intellectuelle de privilèges injustes. Les riches en viennent à croire que leur position est le résultat exclusif de leur mérite, oubliant les structures, les héritages et les avantages invisibles qui ont facilité leur ascension. Cette croyance renforce le mépris des plus pauvres, perçus comme responsables de leurs propres conditions, alors même que le système les maintient dans une position défavorable. Pour Taunay, une société économiquement polarisée court des dangers majeurs. Elle fragilise la cohésion sociale, alimente la colère, le ressentiment et la défiance envers les institutions. Lorsque les écarts deviennent trop grands, la confiance disparaît. Les lois ne sont plus perçues comme justes, mais comme des outils au service des puissants. Le contrat social se fissure, et avec lui la stabilité politique et morale. L'histoire, rappelle Taunay, montre que de telles sociétés finissent toujours par payer le prix de leur déséquilibre, soit par des crises violentes, soit par un lent effondrement de leurs valeurs fondamentales. Il insiste également sur le fait que la pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, mais une privation de choix, de dignité et de sécurité. Les inégalités privent les individus de leur capacité à orienter leur propre vie. Lorsqu'un homme ou une femme vit dans l'angoisse permanente du lendemain, toute liberté devient théorique. La richesse excessive d'une minorité se construit alors sur l'insécurité chronique de la majorité, créant un système moralement indéfendable. Taunay ne propose pas une égalité artificielle ou une uniformité forcée. Il ne nie pas la nécessité de la récompense, de l'initiative ou de l'effort individuel. Ce qu'il réclame, c'est une limitation morale de l'accumulation et une reconnaissance claire que toute richesse tire sa légitimité de son utilité sociale. Une société juste n'est pas celle où chacun possède la même chose, mais celle où personne ne possède au point de priver les autres de l'essentiel. Dans sa vision, réduire les déséquilibres ne consiste pas seulement à redistribuer l'argent, mais à réorienter les finalités de l'économie. Il s'agit de replacer le travail, le service et la responsabilité au centre et de subordonner la richesse à ses principes. Tant que l'argent sera traité comme une fin suprême, les inégalités continueront de croître. Tant que la dignité humaine ne sera pas le critère ultime de l'organisation économique, toute prospérité restera fragile et moralement vide. Ce chapitre révèle ainsi une idée fondamentale de Taunay. Les inégalités sont le miroir de nos choix collectifs. Elles reflètent ce que nous acceptons, ce que nous tolérons et ce que nous valorisons. Une société qui glorifie l'accumulation sans limite crée inévitablement des fractures profondes. À l'inverse, une société qui reconnaît que la richesse n'a de sens que partagée, mise au service et encadrée par l'éthique, peut espérer une prospérité plus équilibrée, plus humaine et plus durable. Chapitre 6. Le pouvoir caché de la finance. Dans Money and Trade, Richard H. Taunay consacre ce chapitre à l'analyse minutieuse du rôle central, mais souvent invisible, de la finance dans la structuration de la société moderne. Il montre que si l'argent peut être un outil puissant au service du travail et de la production, il peut aussi devenir une force autonome, capable de gouverner sans jamais créer de valeur réelle. La finance spéculative en particulier possède une capacité unique à transformer des symboles et des chiffres en instruments de pouvoir, façonnant la vie quotidienne de millions de personnes sans que celles-ci en aient conscience. Taunay souligne que dès que l'argent cesse de rester un moyen et devient une fin en soi, il acquiert un pouvoir silencieux. Il ne se contente plus de soutenir le commerce ou le travail humain, il s'auto-alimente et se multiplie, souvent par des mécanismes détachés de la production réelle. Les opérations financières, prêts, titres, actions, obligations et spéculations créent des effets d'entraînement dans toute l'économie. Mais ces effets sont souvent invisibles à la majorité de la population qui ressent seulement leurs conséquences, telles que la volatilité des marchés,
les crises bancaires ou l'inflation. Ainsi, la finance détient un pouvoir caché, un contrôle indirect sur le travail, le revenu et la vie des individus, bien au-delà de ce que l'on peut mesurer en termes de capital réel. Le chapitre insiste sur la distinction cruciale entre finance productive et finance spéculative. La finance productive soutient la création de biens, l'innovation et la croissance durable. Elle accompagne le commerce et l'industrie, en injectant des capitaux dans des activités qui génèrent un retour tangible et bénéfique pour la société. La finance spéculative, en revanche, cherche essentiellement à faire fructifier l'argent sur lui-même. Elle transforme la richesse en un instrument de jeu plutôt qu'en un moteur de création réelle. C'est cette capacité de l'argent à se multiplier indépendamment de toute activité productive qui inquiète Tawney, car elle place entre les mains de quelques-uns un pouvoir démesuré, souvent exercé sans conscience sociale ni éthique. Tawney explore également le rôle des institutions financières dans cette dynamique. Banques, sociétés d'investissement, marchés boursiers et fonds spéculatifs opèrent souvent dans l'ombre, avec une opacité qui masque la manière dont les décisions prises par quelques acteurs influencent la vie de milliers, voire de millions de personnes. L'échelle de ces institutions permet d'accumuler des pouvoirs décisionnels considérables. Un simple choix de prêt, de taux d'intérêt ou d'investissement peut avoir des conséquences profondes sur l'emploi, la disponibilité des biens ou la stabilité économique d'une région entière. Ces décisions invisibles façonnent la société, régulent la distribution des richesses et déterminent, de manière indirecte, le bien-être des populations. La centralisation du pouvoir financier conduit à une situation paradoxale. Alors que les individus croient avoir une certaine autonomie dans leurs vies économiques, une part significative de leurs choix est en réalité influencée par des acteurs qu'ils ne voient pas et dont les motivations sont souvent uniquement financières. Les répercussions de ces choix sont réelles et tangibles: crises économiques, récession, faillite et enrichissement d'une minorité. Tawney insiste sur le fait que ce pouvoir invisible est l'une des forces les moins comprises mais les plus déterminantes de l'économie moderne. Il explique également que la spéculation déconnectée du monde réel crée des distorsions morales et sociales. Lorsqu'un gain peut être obtenu sans travail, sans service rendu, ni création de valeur, la société accepte tacitement une hiérarchie fondée sur le privilège et la chance, plutôt que sur le mérite et l'effort. Cela contribue à l'accroissement des inégalités et à une perception déformée de la justice économique. Les institutions financières deviennent ainsi des arbitres silencieux du destin économique de la société, souvent guidés par l'intérêt particulier plutôt que par le bien commun. Tawney souligne l'importance de la conscience et de l'éthique dans l'exercice de ce pouvoir. Il affirme que la finance n'est pas mauvaise en soi, mais qu'elle devient problématique lorsqu'elle est détachée de toute finalité sociale. L'argent doit rester un moyen d'action et non une fin en soi. La concentration du pouvoir financier entre les mains de quelques acteurs nécessite une vigilance morale et politique pour que la société entière ne soit pas gouvernée par ceux qu'on ne voit pas et dont les intérêts ne coïncident pas toujours avec le bien collectif. Enfin, le chapitre met en lumière la responsabilité des gouvernements et des régulateurs. Tawney considère que l'intervention publique est essentielle pour encadrer le fonctionnement de la finance et protéger la société des excès du pouvoir invisible. Régulation, transparence et surveillance ne sont pas des obstacles à l'innovation ou à la croissance, mais des instruments permettant à la finance de rester un outil au service de la société, plutôt qu'un maître détaché de toute finalité humaine. Ce chapitre révèle l'essence du pouvoir caché de la finance. Un contrôle discret mais profond sur l'économie et la société, capable de modifier la vie quotidienne de millions de personnes. Tawney nous invite à comprendre ce mécanisme, à mesurer ses impacts et surtout à replacer l'argent au service de valeurs humaines, morales et sociales. La finance peut être un moteur de progrès, mais lorsqu'elle est laissée à elle-même, sans éthique ni contrôle,
Elle devient une force qui dirige silencieusement le destin de la société entière. Chapitre 7. Responsabilité individuelle et collective. Dans Money and Trade, Richard H. Towney consacre ce chapitre à la question fondamentale de la responsabilité, à la fois individuelle et collective, au sein d'un système économique souvent perçu comme déconnecté de la morale. Il commence par souligner que chaque acteur, qu'il soit citoyen, entrepreneur ou simple travailleur, est confronté à des choix quotidiens qui, cumulés, façonnent la société dans laquelle il vit. La responsabilité n'est donc pas un concept abstrait réservé aux philosophes ou aux élites, mais une réalité tangible qui influence la vie de tous. Chaque décision économique, aussi minime soit-elle, porte en elle des conséquences qui dépassent l'individu et qui, lorsqu'elles sont mal orientées, peuvent renforcer les déséquilibres sociaux et moraux que Towney critique tout au long de son œuvre. Towney insiste sur la tension entre le confort individuel et la conscience morale. Dans une société où le succès et la richesse sont souvent mesurés uniquement en termes financiers, choisir la voie de l'éthique demande courage et lucidité. L'individu est confronté à des tentations multiples, maximiser ses profits, accepter des pratiques discutables ou négliger l'impact de ses actions sur autrui. Pourtant, Towney rappelle que la prospérité véritable ne peut exister si elle repose sur la compromission des valeurs humaines. Agir de manière responsable, même lorsque personne ne regarde, constitue la pierre angulaire d'une société saine et durable. Cette idée rejoint son argument central selon lequel la richesse matérielle doit être subordonnée à l'intérêt commun et à l'éthique. Le chapitre explore ensuite la responsabilité collective, c'est-à-dire la manière dont l'ensemble des acteurs économiques peut influencer le fonctionnement du système dans lequel ils évoluent. Towney démontre que, même si un individu seul semble impuissant face aux forces du marché et à la concentration de la richesse, le comportement collectif, la somme des décisions, des choix et des actions, peut modifier profondément la structure économique et sociale. Les citoyens qui refusent de cautionner des pratiques abusives, les entreprises qui choisissent la transparence et l'équité, ainsi que les travailleurs qui revendiquent dignité et justice, participent à créer un système plus équilibré. Cette responsabilité collective n'est pas théorique. Elle se manifeste dans les lois, la culture et la manière dont la richesse est redistribuée et employée pour le bien commun. Towney aborde également la question délicate de la moralité individuelle dans un système perçu comme immoral. Peut-on rester juste lorsqu'on évolue dans un environnement où l'injustice semble la norme? L'auteur répond par l'affirmative, mais avec une mise en garde. La moralité exige constance, vigilance et courage. La responsabilité individuelle ne s'exerce pas seulement dans les grandes décisions visibles, mais aussi dans les actes quotidiens, souvent invisibles, qui peuvent renforcer ou affaiblir les structures sociales. Il insiste sur le fait que la neutralité est impossible. Ne pas agir ou fermer les yeux sur l'injustice économique revient à en devenir complice. La conscience doit guider les décisions, même lorsque la pression sociale ou la logique du profit semble inciter à l'abandon des principes. Une autre dimension abordée est la responsabilité éducative. Towney souligne que comprendre le fonctionnement du système économique est un préalable indispensable à toute action morale. Ignorer les mécanismes de l'argent et du commerce conduit souvent à la répétition d'erreurs collectives et à la reproduction des déséquilibres. L'éducation économique et la connaissance des effets de chaque décision permettent aux individus et aux groupes d'exercer une influence consciente et éclairée, transformant le pouvoir financier en un outil au service de la société. La responsabilité s'étend donc au savoir, être informé et critique est une condition nécessaire pour agir avec intégrité dans le monde économique. Le chapitre évoque enfin la nécessité de repenser les valeurs dominantes de la société. La course au profit et à l'accumulation sans conscience doit être remplacée par une vision qui valorise le service,
l'équité et la contribution au bien commun. Tawney insiste sur le fait que le changement ne peut venir uniquement d'en haut. Il naît de la combinaison des choix individuels et des engagements collectifs. La responsabilité morale devient ainsi un levier puissant, capable de transformer les institutions, d'orienter les comportements et de créer un environnement où l'argent retrouve son rôle d'outil et non de maître. La moralité économique ne se résume pas à de grandes déclarations abstraites. Elle se vit au quotidien, dans chaque transaction, chaque décision et chaque choix de vie. La responsabilité individuelle et collective constitue le fondement de toute société juste et durable. Tawney nous invite à réfléchir sur notre rôle précis dans le système, à agir avec intégrité et à cultiver la conscience sociale. Le pouvoir réel de transformation ne réside pas uniquement dans les lois ou les institutions, mais dans la manière dont chaque individu décide d'assumer sa part de responsabilité et d'influencer positivement le monde autour de lui. La société n'est pas une entité distante et abstraite. Elle est la somme des choix et des actions de tous ceux qui la composent. Et c'est dans cette somme que se joue le futur de l'économie et de la justice. Chapitre 8. Réformer sans détruire. Dans ce chapitre, Richard H. Tawney explore l'idée que le système économique peut être corrigé, ajusté et orienté vers la justice sans qu'il soit nécessaire de le démolir complètement. Il commence par rappeler que le capitalisme, avec ses mécanismes de marché, a indéniablement contribué à la croissance et à l'innovation, mais que cette efficacité économique n'a jamais été neutre sur le plan moral. Les profits ne sont pas simplement des chiffres, ils traduisent des choix, des priorités et des comportements humains. Lorsqu'ils sont détachés de l'éthique, ils deviennent un instrument d'inégalité, d'exploitation et d'injustice. Tawney insiste donc sur la distinction fondamentale entre dénoncer les excès et rejeter le marché lui-même. Une réforme réfléchie peut rétablir l'équilibre, réintroduire la conscience dans l'action économique et permettre au commerce et à la finance de servir véritablement la société. Il développe ensuite l'idée selon laquelle réformer ne signifie pas détruire, mais ajuster. Les institutions, les entreprises et les régulations ne doivent pas être renversées au nom d'une utopie, mais transformées pour répondre à des principes d'équité et de responsabilité. L'auteur illustre cette perspective en montrant comment des mécanismes simples, tels que des règles sur la transparence financière, la limitation des abus ou l'imposition de standards éthiques pour les transactions, peuvent orienter le capitalisme vers un résultat plus juste sans stopper la production ni freiner l'innovation. Tawney considère que la destruction complète d'un système entraîne le chaos et la pauvreté, alors que la réforme progressive peut concilier efficacité économique et justice sociale. Cette approche équilibrée fait appel à la sagesse collective et à la vision long terme plutôt qu'à la réaction immédiate et radicale. Le chapitre souligne également le rôle central des institutions et des lois. Pour Tawney, l'État, les organismes régulateurs et les associations professionnelles ont la responsabilité de créer un cadre où l'éthique et la finance coexistent. Les lois ne doivent pas être perçues uniquement comme des contraintes, mais comme des protections qui alignent les intérêts individuels sur le bien commun. Ainsi, réglementer les pratiques financières abusives, protéger les travailleurs et garantir l'accès équitable aux opportunités économiques ne constitue pas une limitation de la liberté, mais une garantie que la liberté économique ne se transforme pas en domination ou exploitation. La réforme repose sur l'idée que des institutions solides, guidées par des principes moraux, permettent à la fois la prospérité et l'équité. Tawney aborde aussi la réintroduction des valeurs dans l'économie. Il critique le capitalisme moderne qui, selon lui, s'est souvent détourné de sa dimension humaine pour devenir purement mathématique, focalisé sur la croissance et l'accumulation sans considération des conséquences sociales. L'auteur soutient que la valeur économique ne peut être dissociée de la valeur humaine.
La production de richesses doit être pensée comme un moyen de servir la société, non comme un objectif en soi. Pour réformer, il faut donc rappeler aux acteurs économiques que chaque transaction, chaque investissement et chaque choix de gestion doit être évalué selon des critères moraux, sociaux et humains. Cette démarche transforme le capitalisme en un outil au service de la vie, et non en instrument d'aliénation ou de domination. Une autre dimension essentielle abordée dans le chapitre est l'éducation et la conscience collective. Tawney insiste sur la responsabilité des citoyens, entrepreneurs et leaders économiques à comprendre les effets de leurs actions et à s'informer sur le fonctionnement réel des marchés. La réforme ne peut être efficace que si les acteurs eux-mêmes adoptent une vision éthique et proactive, et non s'ils subissent passivement le système. Connaître, comprendre et agir de manière éclairée devient alors un levier puissant pour modifier durablement les structures économiques sans recourir à la violence ni à la radicalité. Le chapitre met en avant la compatibilité entre progrès économique et progrès moral. Tawney démontre que l'éradication de l'injustice ne nécessite pas l'arrêt de la production ou la suppression des marchés, mais la réorientation de leur finalité. Une économie qui intègre la justice, la responsabilité et le respect de l'humain génère une prospérité plus stable, durable et réellement bénéfique. Le message central est que réformer, c'est construire, guider et encadrer, et non démolir aveuglément. Cette approche exige patience, vision et engagement, mais elle permet de créer un système où le marché continue de fonctionner tout en servant la vie humaine, l'équité et le bien commun. En conclusion, Tawney offre une réflexion profonde sur la manière dont la société moderne peut harmoniser l'économie et la morale. La réforme consciente et graduelle, fondée sur des institutions solides, la responsabilité des acteurs et l'introduction de valeurs humaines, permet de corriger les déséquilibres sans compromettre la vitalité du système. Réformer sans détruire devient ainsi le principe directeur d'une économie éthique, où l'argent cesse d'être un maître et redevient un outil au service de la civilisation. Chapitre 9. Argent, sens et vie humaine. Dans ce chapitre, Richard H. Tawney examine la relation complexe entre l'argent, le sens de la vie et la dignité humaine, en insistant sur le fait que la richesse matérielle, malgré sa puissance apparente, ne peut jamais remplacer les valeurs profondes qui donnent un sens réel à l'existence. Tawney commence par rappeler que l'argent, en tant qu'instrument, est neutre, mais que son usage révèle les priorités morales de l'individu et de la société. Accumuler des richesses sans conscience, poursuivre le profit au détriment des autres, ou sacrifier l'éthique sur l'autel de l'efficacité, conduit à une pauvreté morale insidieuse. Une condition où l'âme et la société elle-même se trouvent appauvries malgré l'abondance matérielle. Tawney souligne que les sociétés riches, qui placent l'argent au centre de toutes les préoccupations, sont souvent les plus pauvres en termes de dignité, de solidarité et d'accomplissement humain. Les individus dans ces sociétés peuvent posséder des fortunes considérables, mais ils souffrent souvent d'un vide intérieur, d'un manque de direction et d'une incapacité à trouver un véritable sens à leur vie. L'auteur insiste sur le fait que la vraie réussite économique ne se mesure pas à la taille d'un compte en banque, mais à la capacité de vivre en accord avec ses valeurs, de contribuer au bien commun et de préserver la dignité humaine. L'argent peut faciliter l'accès à certaines expériences ou sécuriser l'existence matérielle. Mais il ne peut jamais acheter la sagesse, la paix intérieure ou l'intégrité morale. Il développe ensuite l'idée que le sens de la vie humaine repose sur la capacité à aligner ses actions économiques avec des objectifs plus larges que le simple gain personnel. Le travail, le commerce et l'accumulation doivent être des moyens pour nourrir l'intelligence, la créativité, la communauté et la responsabilité envers les autres. Selon Tawney,
L'homme qui réussit financièrement mais ignore l'impact de ses choix sur ses semblables ou sur la société échoue fondamentalement, car il sacrifie la dimension humaine de la vie sur l'autel de la richesse matérielle. La dignité personnelle et la conscience morale sont inaliénables et ne peuvent être rachetées par aucune somme d'argent. Tony explore également la notion de réussite authentique, en contrastant la satisfaction matérielle avec l'accomplissement moral et intellectuel. Il montre que la richesse, lorsqu'elle est utilisée pour servir, éduquer, créer et soutenir la société, devient un instrument de sens. À l'inverse, l'avidité, la spéculation et l'exploitation économique entraînent des profits vides, qui ne nourrissent ni l'individu ni la collectivité. L'auteur insiste sur le rôle central de l'éducation, de la réflexion et de la responsabilité personnelle pour redéfinir la notion de réussite. L'argent, correctement compris et utilisé, peut être un outil de développement humain et social, mais il ne doit jamais devenir une fin en soi. Le chapitre aborde ensuite le danger de la trahison de soi dans la poursuite aveugle du profit. Beaucoup d'individus, pris dans les dynamiques du capitalisme moderne, sacrifient leur intégrité, leur temps, leur santé ou leurs relations pour accumuler davantage, pensant que la richesse résout tous les problèmes. Taoné démontre que ce calcul est erroné. La richesse sans sens, sans éthique et sans but profond devient une prison invisible. La véritable réussite économique ne consiste pas simplement à amasser, mais à harmoniser ses activités financières avec ses principes, à préserver sa liberté intérieure et à enrichir la vie des autres tout en respectant la dignité humaine. Une autre dimension analysée est la critique de la société de consommation et de l'obsession pour la richesse comme mesure unique de la valeur. Taoné montre que cette obsession conduit non seulement à des inégalités sociales, mais aussi à une perte de sens individuel. L'homme moderne, aveuglé par la course au gain, oublie que l'argent est un outil pour réaliser ses projets et sa vision de vie, et non un substitut aux relations, au savoir ou à l'accomplissement moral. Redéfinir la réussite, selon Taoné, implique de réévaluer ce qui compte vraiment, l'impact que l'on a sur les autres, la qualité de ses choix, la profondeur de sa réflexion et la richesse intérieure, qui reste inaccessible à tout montant d'argent. Enfin, Taoné propose une vision intégrée où l'économie, la morale et la vie humaine se rejoignent. L'argent doit servir la vie et non l'inverse. Les individus, en choisissant la conscience sur l'avidité, le sens sur l'accumulation et l'accomplissement sur la simple possession, peuvent vivre une existence riche et complète. L'éthique économique devient alors un pilier central de l'épanouissement personnel et social. L'argent cesse d'être un maître et redevient un instrument, permettant à l'homme d'élever sa vie, de préserver sa dignité et de contribuer à un monde plus juste. Ainsi, ce chapitre réaffirme le message fondamental de Taoné. Réussir économiquement n'a de valeur que si elle est alignée avec le sens, la dignité et l'humanité. L'argent, dépourvu de conscience, ne peut combler le vide moral. Mais utilisé avec sagesse, il devient un instrument puissant pour vivre pleinement, pour servir et pour construire une société où prospérité et humanité coexistent. Chapitre 10. Le message pour le monde moderne. Dans un monde transformé par le numérique, les flux financiers globaux et l'immédiateté des échanges, les leçons de Richard H. Taoné dans Money and Trade prennent une résonance particulière. Aujourd'hui, les systèmes économiques semblent tourner plus vite, manipulés par des algorithmes, des marchés automatisés et des transactions invisibles pour le citoyen moyen. La finance, autrefois liée au travail productif et à la création de valeurs tangibles, peut désormais produire de l'argent à partir d'argent sans apport réel à la société. Dans ce contexte, les avertissements de Taoné sur la séparation entre richesse et valeur et sur le pouvoir moral de l'économie apparaissent comme plus essentiels que jamais. Le capitalisme numérique
avec ses entreprises multinationales, ses plateformes globales et sa concentration croissante de richesses, reflète les mêmes déséquilibres que Towney décrivait à son époque. La richesse se concentre, souvent au détriment du bien commun, et la responsabilité individuelle et collective se dilue derrière la complexité des systèmes financiers modernes. L'individu, le consommateur et même l'entrepreneur se retrouve face à des décisions économiques qui dépassent largement sa perception immédiate, reproduisant la fracture morale que Towney dénonçait. Ainsi, comprendre l'argent au-delà de ses chiffres, le replacer dans un cadre éthique, devient un impératif pour qui veut agir de manière consciente dans l'économie contemporaine. Le message central pour le monde moderne est donc double. D'une part, il invite à observer la trajectoire de nos sociétés avec lucidité, à reconnaître les mécanismes de pouvoir cachés derrière les transactions financières et à réfléchir sur le sens de l'argent dans nos vies. D'autre part, il rappelle que l'économie, si elle est guidée par des principes moraux et par la conscience sociale, peut redevenir un outil de prospérité réelle et durable. Towney ne prône pas la négation du marché ou de la richesse, mais il insiste sur la nécessité de replacer la création de valeur au centre de nos choix économiques. L'une des leçons les plus pertinentes aujourd'hui est la vigilance face aux illusions de croissance rapide et aux promesses d'enrichissement instantané. La spéculation, l'accumulation sans production et la course aux profits immédiats restent des pièges modernes qui reproduisent les erreurs historiques. L'enseignement de Towney est donc intemporel. Il ne suffit pas de mesurer le succès en chiffres et en possession. Il faut évaluer la valeur réelle de ce que nous créons et de ce que nous échangeons en intégrant les conséquences sociales, morales et humaines. De plus, ce chapitre souligne l'importance de l'éducation économique et de la conscience civique. L'individu moderne, immergé dans des systèmes complexes, doit comprendre les mécanismes qui gouvernent la finance globale, non pour se limiter à un rôle passif, mais pour pouvoir choisir avec discernement, influencer son environnement et participer à une économie responsable. L'éthique, loin d'être un luxe, devient un outil stratégique pour garantir la pérennité et l'harmonie de nos sociétés. Enfin, le monde moderne, avec ses crises financières, ses inégalités croissantes et ses débats sur le rôle de l'argent dans la vie humaine, offre un terrain idéal pour revisiter les enseignements de Towney. Reprendre le contrôle du sens économique, comme le suggère ce chapitre, implique de questionner nos priorités, d'harmoniser l'ambition avec la responsabilité et de bâtir des systèmes où l'argent reste au service de l'homme et non l'inverse. Les erreurs du passé, amplifiées par la technologie et la globalisation, peuvent ainsi devenir des opportunités d'apprentissage et de transformation. Dans ce contexte, Money and Trade n'est pas seulement un livre historique. Il se présente comme un guide pour comprendre les enjeux moraux du capitalisme contemporain, pour agir avec discernement et pour redéfinir la richesse dans une perspective humaine et durable. Towney nous rappelle que la finance, lorsqu'elle est éclairée par l'éthique et la conscience, peut servir de véritable levier pour une société juste, prospère et harmonieuse, capable de conjuguer productivité, dignité et sens. À la lumière de l'analyse approfondie de Richard H. Towney, il devient évident que l'argent n'est jamais simplement un outil neutre, un moyen de transaction dénué de valeur. Au contraire, il reflète en permanence les choix, les priorités et l'éthique des individus et des sociétés qui le produisent et le consomment. L'ouvrage Money and Trade nous rappelle que la manière dont nous utilisons l'argent révèle autant de nous-mêmes que nos actions les plus visibles. Comprendre cette dimension morale est essentiel, surtout à une époque où la finance mondiale, l'économie numérique et la spéculation rapide tendent à occulter le lien entre argent et responsabilité humaine. Towney insiste. L'argent doit être au service de l'homme et non l'inverse. Lorsqu'il devient une fin en soi, il entraîne inévitablement des déséquilibres sociaux, des injustices
et un appauvrissement moral que les seuls chiffres ne peuvent compenser. Cette réflexion nous pousse à considérer le commerce et le travail sous un angle plus profond. Tony explique que toute activité économique véritablement utile doit générer de la valeur réelle, non seulement en termes financiers, mais surtout en termes de bien-être social, de dignité humaine et de contribution à la collectivité. Chaque échange, chaque transaction, chaque effort produit peut alors être une manifestation de notre intégrité et de notre conscience. Dans un monde où le profit immédiat et la maximisation des gains paraissent parfois primer sur l'humain, se rappeler que l'argent est avant tout un miroir de nos valeurs est crucial. L'éthique n'est pas un luxe, mais la clé pour transformer une société prospère matériellement en une société durable et juste. Taoni ne condamne pas la richesse elle-même. Il met en garde contre sa concentration excessive et contre l'oubli du rôle social que chacun doit assumer. Les inégalités économiques, la spéculation déconnectée de la production réelle et la déshumanisation du travail sont des conséquences directes de l'oubli de ces principes. Comprendre cela, c'est reconnaître que l'argent, lorsqu'il est mal dirigé, peut devenir une force destructrice, mais qu'il peut aussi être un instrument puissant de progrès, de solidarité et de réalisation humaine. Il appartient donc à chaque acteur économique, entrepreneur, travailleur, investisseur, citoyen, de réapprendre à donner un sens à l'argent, de s'interroger sur la finalité de ses choix et de veiller à ce que leurs décisions ne dénaturent pas la valeur réelle des activités humaines. Cette responsabilité ne se limite pas à l'individu isolé. Taoné insiste sur l'importance de la conscience collective. Une société ne peut être saine que si chacun de ses membres agit avec discernement et intégrité. Les institutions, les lois, la régulation et la culture économique doivent refléter cette moralité. Le message final est clair. Une économie prospère matériellement mais aveugle à la justice sociale et aux valeurs humaines est une prospérité fragile, vouée à l'instabilité et à l'injustice. Inversement, intégrer l'éthique dans nos décisions financières, comprendre les conséquences de nos actes et orienter l'argent vers des usages utiles et constructifs crée des sociétés plus équilibrées, humaines et durables. Pour le spectateur moderne, cette conclusion prend une signification particulière. Dans un monde où les publicités promettent des enrichissements rapides, où les marchés financiers semblent complexes et opaques, et où l'argent circule à une vitesse qui dépasse souvent notre compréhension, il est vital de revenir aux principes simples mais fondamentaux de Taoné. Argent et commerce ne sont jamais séparés de l'éthique, et le vrai succès économique consiste à agir avec justice, responsabilité et vision. Chaque décision financière, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, porte en elle une dimension morale qui affecte notre vie et celle des autres. Réapprendre à donner un sens à l'argent signifie donc ne plus le considérer uniquement comme un moyen de survie ou de gratification, mais comme un reflet direct de nos choix et de nos valeurs. Cela implique de mesurer non seulement ce que nous gagnons, mais ce que nous contribuons, de peser la valeur morale et sociale de nos actions et de reconnaître que la prospérité véritable est celle qui enrichit les individus sans appauvrir la société. L'argent, compris ainsi, devient un outil de transformation positive, une extension de notre capacité à produire du bien, à créer de la dignité et à transmettre un héritage de justice et de sens. Money and Trade nous offre une leçon intemporelle. L'argent n'est pas neutre, le commerce n'est pas mécanique, et la richesse n'est pas seulement matérielle. Elle nous invite à réfléchir sur notre rôle dans l'économie, à agir avec discernement et à réapprendre la moralité dans un monde où la valeur réelle est souvent masquée par les chiffres. Le spectateur moderne, conscient de ces principes, est invité à transformer sa relation à l'argent. Ne plus le subir, ne plus le vénérer, mais le mettre au service de la vie humaine et de la justice sociale.
L'enseignement de Towney se résume ainsi. Ne jamais oublier que l'argent, pour être véritablement utile, doit être guidé par la conscience et l'éthique, et que notre richesse la plus précieuse reste celle que nous partageons avec sens et responsabilité.